Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 103 de Famille, justice, enfance sur RLP 102.3 depuis le Périgord libre. Famille, justice, enfance, l'émission d'études de la famille contemporaine, de la recomposition de notre société au XXIe siècle en France, avec aujourd'hui la troisième partie de l'interview de monsieur Marc Juston, ex-président du tribunal de Tarascon, qui a été juge des enfants, président de cour d'assises, juge familial durant sa carrière. Nous aurons également le retour de la chanson de la semaine en fin d'émission, mais auparavant, les actualités, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Mardi 3 mai 2022, le tribunal d'Argentan dans l'Orne a condamné pour non-représentation d'enfants une femme de 41 ans à une amende de 500 €. Elle avait empêché le père de voir ses enfants de 11 et 13 ans durant plusieurs mois. Celui-ci ne les avait pas vus depuis le 1er août 2021 et, sous l'influence de leur mère, commençaient à vouloir refuser par eux-mêmes de voir le père. La présidente du tribunal indique que ce ne sont pas des enfants de 11 ou 13 ans qui doivent décider de rester à la maison et de dire si jamais ils souhaitent voir leurs parents ou pas. Le père a déposé plainte pour 3 fois, ce qui est rappelé par la procureure de la République. Nous regretterons que les plaintes pour NRE, non-représentation d'enfants, aboutissent si rarement à des condamnations. Et puis, disons-le franchement, ne pas donner ses enfants alors qu'il y a une décision de justice qui instaure un droit de garde durant quasiment 1 an pour s'en tirer uniquement avec 500 € d'amende et du sursis, c'est tout de même, disons-le, un petit peu ridicule. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Coucou les mams! Le conseil du jour, comment retrouver votre vie de femme après le tourbillon de la maternité. Vous êtes une femme, mais vous êtes aussi une mère. On est les deux et on adore être les deux. On devrait pas avoir à choisir. Sauf que le fait d'être les deux en même temps, c'est de la merde. La vraie, la seule, l'unique solution pour être une femme et une mère épanouie, la garde alternée. Bon week-end, maman! Bisous chérie! Et n'oublie pas ton cartable! Oh yeah! Notre amour est éternel! Est-ce que j'ai fait un régime qui m'a rendu encore plus moche? Ah oui! Jusqu'à la samedi, qui ça? Tournée générale! Et à bientôt pour de nouveaux conseils. Comment gérer un enfant brillant lorsque vous êtes vous-même limité? RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Durant votre expérience, avez-vous vu une évolution des demandes des pères sur les dernières années, sur les derniers temps? Est-ce que les pères d'aujourd'hui au JAF et au JDE sont les mêmes que ceux qu'il y a 30 ans? Moi, alors, je suis plus JAF depuis 4 ans. Hein, D'accord, mais ça fait rien. Vous avez quand même une expérience, vous avez vu. Et dans mon ressort, en tout cas, quand j'étais magistrat de terrain, moi, je privilégiais la résidence alternée. Hein. D'accord. Je partais du postulat, si les parents souhaitent la résidence, s'ils demandent la résidence alternée, on tente la résidence alternée avec parallèlement une mesure de médiation familiale, parce que vous savez que le JAF peut imposer une résidence alternée pendant une période provisoire, et ensuite on revient. Mais parallèlement, moi, j'essaie de motiver les parents pour qu'ils aillent travailler en médiation familiale, la résidence alternée, et ensuite, 6 mois après, les personnes revenaient, les parents revenaient, et soit ils étaient d'accord, c'est dans la plupart des cas, soit ils n'étaient pas d'accord, et à ce moment-là, on essayait d'entendre les parents, et on voyait celui qui était le plus coopératif et celui qui était le moins coopératif, et moi j'attribuais la résidence à celui qui était le plus coopératif. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution de société depuis 30 ou 40 ans? Est-ce que vous avez vu une évolution des demandes, ou est-ce que les positions sont restées figées sur les mêmes archétypes, sur les mêmes... Moi je trouvais que ça évoluait peu. Excepté dans certains milieux. D'accord. Je reconnais que dans les milieux familles moyennes, avec chacun ses revenus, la résidence alternée se développait beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'homme et la femme travaillent, nombre de mères se sont rendus compte que la résidence alternée paritaire pouvait leur apporter énormément. Ouais, les libérer, à la fois en termes de travail, en termes de vie personnelle, et en termes d'activité personnelle, et en termes aussi de se dire, bon, je m'occupe pleinement de mon enfant 1 semaine sur 2, mais au moins parallèlement, il doit son père aussi pleinement. Mais nombre de femmes se sont rendues compte
qu'elles avaient une je vie. pense à moi et autres, bien sûr. Ouais, exactement. Et ça, malheureusement, ça touche quand les familles sont au chômage ou ont des revenus faibles. Il n'y a pas le même type de raisonnement. Par contre, les familles bourgeoises moyennes, c'est une réflexion qui très souvent se met en place parce que chacun veut avoir sa vie professionnelle et pouvoir profiter pleinement de ses enfants au moins pendant une semaine sur deux. Moi, là, j'ai trouvé qu'il y a un développement pour les familles pour lesquelles chacun des parents travaille à deux, chacun travaille du moins, et a une activité professionnelle intéressante. Mais pour nombre de familles pour lesquelles l'un des deux ne travaille pas, l'évolution est très faible. Les mères qui ne travaillent pas et qui ont un enfant, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est de vivre avec l'enfant et que le père voit l'enfant un week-end surtout si le père travaille. Et c'est vrai que la résidence est toujours genrée. Je crois qu'il faut être réaliste et pas se voler la face, mais entre nous, on l'a vu lors des débats. Le problème, c'est que l'évolution est difficile, c'est tout. Il y a aussi un côté économique qui a été mis en avant par plusieurs députés qui disent que effectivement la résidence alternée, c'est aussi un des barrages politiques que l'on rencontre nous dans notre écosystème, c'est que une partie des politiques disent que les demandes du père de rentrer dans la famille, en fait, ont des conséquences économiques sur la mère qui traditionnellement tient une position d'éducante. Il y a dans le cadre du groupe de travail que j'avais animé à la demande du ministre de la Famille de l'époque, on avait proposé pas la résidence alternée, mais que la décision sur le mode de résidence soit décidée par les parents et que les jours soient partagés. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un parent supérieur, un parent inférieur, il y a un mois, comment on partage le temps de l'enfant? Réfléchir au partage du temps de l'enfant et amener les parents à réfléchir au temps de l'enfant. Alors que la résidence alternée, à mon avis, est mal comprise parce que le nombre de parents pense résidence alternée 50-50, résidence alternée non paritaire, partage du temps de l'enfant entre les parents, mais d'une manière égalitaire, mais pas forcément paritaire. Ça peut être une avancée importante pour nombre de pères qui travaillent notamment. Oui, on a quand même 20% des papas qui perdent le lien avec leur enfant après le divorce. Moi, j'en connais plusieurs. Si jamais le lien est perdu avant l'adolescence, il est très dur à recréer. C'est pour ça qu'il faut le garder jusqu'à ce que leur phase de l'adolescence à proximité du parent. Après, c'est bon. Il reste un lien parent-enfant durant un certain temps. Et aujourd'hui, on a quand même 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'unions rompues qui ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% pour la mère. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais alors, est-ce que vous avez entendu, au cours de cette campagne présidentielle, à un moment ou à un autre, un candidat parler de la famille, de l'enfant, comme sujet important de leur programme? J'ai pas entendu grand-chose durant la campagne présidentielle. Moi, j'ai pratiquement rien entendu. C'était une des pires depuis que je m'y intéresse, c'est-à-dire depuis les années 80-90. Je crois que le niveau a été... on n'est pas là pour parler de ça, mais ça a été extrêmement faible. Non, mais c'est important. Oui, le reflet de la société, de l'esprit des gens. On parle pas de l'enfant. On s'en fout de l'enfant. Après, dans notre société, l'enfant est l'oubli de la société. On a co-signé plusieurs PPL, on a essayé de faire plusieurs PPL et tout. On a bien vu l'ambiance qui était dans l'Assemblée nationale depuis 5 ans. Et puis, pour les marcheurs, on a bien vu les directives qui venaient de la magistrature et d'en haut. On a l'impression, si vous voulez, que la famille traditionnelle n'est pas dans l'air du temps. Absolument pas, ce n'est pas une priorité. On a vu des enfants seulement l'autre jour en entendant l'hymne à la joie lors de l'arrivée de Macron entouré d'enfants. Voilà, c'est tout. Mais je dis simplement, on n'a jamais vu l'enfant pendant toute la campagne présidentielle et l'enfant est vraiment l'oublié de nos législateurs et des candidats et des politiques et des programmes. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, nouvelle petite question. Dites-moi, monsieur Marc Juston, qui avait été juge des enfants, nous avons reçu ici, juste avant vous, Maître Hamas, qui est un avocat marseillais qui s'implique beaucoup dans le domaine des placements, de l'amélioration des placements en France, la situation de l'ASE. Nous voyons arriver, nous aussi depuis quelques années, dans le monde associatif, énormément de situations conflictuelles qui dégénèrent et qui vont au juge des enfants. Comment se fait-il que 60% des placements actuellement, si on en croit ce que nous disent les professionnels, parce qu'on a toujours autant de mal à avoir des statistiques, celles-là on les a pas, on n'a que des retours d'expérience de cabinet d'avocats, mais 60% de leur travail concerne des placements pour conflit parental. Est-ce que vous confirmez? Moi, j'ai une statistique, la vôtre sur les placements, je la connaissais pas, mais j'ai une statistique, 75% des saisines des juges des enfants en assistance éducative, donc en protection de l'enfance, concernent des divorces, des séparations mal gérées, des conflits parentaux dans le cadre des séparations et des divorces, et qui peuvent amener très souvent à des placements, et vous dites 75%, en tout il y a 60% de placements. Ça ne m'étonne pas, simplement, à partir du moment où les conflits existent, les enfants sont en danger, et à partir du moment où le conflit n'a pas été géré par le juge des affaires familiales, l'enfant est en danger et on va devant le juge des enfants.
Voilà. Simplement, si on travaillait autrement en prévention devant le JAF, on aurait beaucoup moins de saisines de juges d'enfants, avec les conséquences des placements. On sait très bien que les placements rendent des enfants en très grande difficulté, avec les conséquences que l'on sait sur leur avenir. Mais on sait que les enfants qui passent par ces parcours-là ont de moins bons résultats que ceux des autres couches. Ils ne sont pas concernés, ça on le sait. Donc normalement... Vous savez, je vais vous donner une statistique de mon activité. Je me suis occupé pendant un certain temps d'ateliers de la parentalité dans des établissements pénitentiaires. Chaque fois, j'avais une quinzaine de détenus qui étaient parents et qui participaient à ces formations, à ces stages. Quand je faisais le tour de chacun et je leur demandais comment ils avaient vécu leurs parents, 90% n'avaient pas connu la coparentalité. Un des deux parents n'existait plus, ou n'avait pas existé dans leur enfance. La prévention, c'est aussi ça, faire en sorte que la coparentalité existe et que tous les enfants puissent avoir accès à leurs deux parents. Oui, ça, on en revient sur la question de l'autre jour. C'est est-ce que l'institution vraiment protège la coparentalité? Est-ce que l'institution protège le parent qui est en difficulté? Non, il n'y a pas, à mon avis, de politique réelle au niveau de l'État sur un respect de la coparentalité et faire en sorte que chaque enfant puisse avoir accès à ses deux parents pour se construire, pour grandir, pour devenir un adulte. C'est une vraie réalité, moi je le constate. Et après, le JAF, qu'est-ce qu'il a? Il a des rustines, il fait ce qu'il peut faire, mais avec peu de moyens d'une part et avec une expérience très souvent qui n'est pas adaptée à la hauteur des enjeux de l'enfant et des parents. C'est vraiment un problème de société, oui, Non, mais on touche à nos enfants, on touche à nos petits dans un secteur qui est assez répandu et je suis obligé de dire que quand même beaucoup de gens y sont confrontés, donc il a son importance. Le juge des enfants, vous dites qu'il est plus spécialisé, qu'il est plus formé que le JAF, qu'il est là parce qu'il veut l'être. Par contre, là, on a moins de statistiques, on a moins de retours d'expérience. Est-ce qu'il y a aussi de l'idéologie au juge des enfants? On va commencer par ça. L'idéologie, vous savez, l'objectif des juges d'enfants, et c'est la loi qui le lui dit, c'est d'essayer de faire en sorte de privilégier le maintien de l'enfant dans son milieu parental. Il est là pour appliquer la loi. Donc, il y a un enfant en danger. Est-ce qu'on peut maintenir l'enfant dans son milieu parental, soit mère, soit père, soit un membre de la famille, et envisager le placement dans une institution que si vraiment ces mesures envisagées dans la famille ne sont pas réalisables. Donc, vous voyez, c'est ça l'idéologie là. C'est l'idéologie du législateur. Pensez d'abord famille, placement dans la famille, avant de penser institution. Oui, non, mais nous avons, nous, un problème dans notre milieu associatif. Nous avons des retours d'expérience. On a un problème de fausses accusations, voilà, disons-le, qui sont parfois liées à l'actualité. On va dire qu'il y a un peu plus de 5-6 ans, les accusations étaient des accusations d'attouchement sexuel. Depuis la dernière législative, les modes ont changé dans les médias. Les accusations sont maintenant des accusations de violence, mais on a toujours énormément de dossiers qui arrivent, de gens qui disent « on m'a dit que j'avais fait ça ». Voilà. Et après, ça se termine au juge des enfants. Comment fait-on pour protéger un parent qui est victime d'une fausse accusation alors que on retrouve très systématiquement l'enfant chez la mère? Comment montrer sa bonne foi? Comment démontrer sa bonne foi? Moi, je dis, il n'y a pas de recette, il faut faire du cas par cas. Chaque situation est à envisager cas d'espèce. Mais bon, théoriquement, il y a la présomption d'innocence, d'une part, puis d'autre part, il y a la protection de l'enfant. Comment concilier les deux? Alors, vous avez actuellement une commission qui dit il faut d'abord protéger l'enfant, la présomption d'innocence, ça n'existe pas. Je trouve ça assez scandaleux. Enfin, bon, oui, c'est assez récent. C'est une directive qui est passée, un décret d'ailleurs, qui dit que la simple accusation lève les droits parentaux. Non, moi, je dis que les pressions toutes adultes, quels qu'ils soient, et présumés innocents, qu'il faut protéger l'enfant. Comment protéger l'enfant? Avec des accusations, tout un travail avec les travailleurs sociaux, mais c'est pas simple à gérer, c'est du cas par cas, c'est suivre l'évolution d'un enfant, non, c'est pas évident, simplement quand on se retrouve face à chaque cas concret, c'est pas évident parce qu'on peut toujours statuer dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, la vérité judiciaire, ça n'existe pas. Chacun a son ressenti, sa manière de percevoir les dossiers. Et vous pouvez avoir tel juge qui ira dans un sens et tel autre juge qui ira dans un autre sens. Oui, c'est une question qu'on va aborder après, mais là, on va creuser un petit peu ça. Comment se fait-il qu'on ait parfois autant l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression, que les auteurs de fausses accusations ne sont jamais sanctionnés? Moi, j'ai pas de réponse. D'accord. Donc ce n'est pas qu'une impression, c'est une vérité ou Je pense qu'il faut qu'il y ait des plaintes. Oui. Et c'est le procureur de la République qui ensuite en tire les conséquences et estime si la plainte peut tenir. Dans la pratique, vous avez dû en voir au JDE, au JAF, des gens qui s'accusaient de choses incroyables et puis. Le juge d'enfant peut en tenir compte, le JAF peut en tenir compte de ces fausses accusations, mais bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est très souvent classé.
Ouais. D'accord. Mais bon, Donc en fait, aussi- non seulement le système conflictualise et donne raison, encourage la personne qui veut aller au conflit, mais en plus, elle ne punit pas celui qui triche. Oui, mais encore faut-il. C'est un problème de preuve. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de doute dans la réalisation de la tricherie. Il faut que ce soit un acte volontaire. Vous savez, c'est pas toujours évident de montrer la culpabilité de l'autre. Hein. Je vais vous dire une chose. Par exemple, j'ai été président de cour d'assises et j'ai abandonné la cour d'assises parce que je ne supportais plus le nombre d'affaires de viol parce qu'on avait la parole de la victime et la parole du présumé innocent. Comment trancher entre la parole de l'un et la parole de l'autre. Et on avait très souvent des discussions parmi les jurés. Les Sachant jurés que dans les étaient deux le cas, c'est doute. ignoble. Oui, bien sûr. Pardon. Sachant que dans Comment les deux cas, c'est trancher ignoble. quand on... Ouais, bien sûr. Hein, on ne sait pas comment trancher. Alors bon, il y a des juges qui vont dire « Ah, il y a la victime, il faut la soutenir, il faut condamner. » Oui, mais condamner un présumé innocent, un innocent, c'est pas... On peut très bien, acquitter quelqu'un qui pourrait être censé être coupable. Vous voyez, là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident de trancher entre deux positions. Pourquoi ne pas croire une victime et pourquoi ne pas croire un accusé qui se dit innocent? Voilà. Et qui paraît aussi sincère en l'absence d'autres éléments. Et c'est pareil pour les fausses accusations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La réalité de l'intime, très souvent, vous laisse dans le doute. Et s'il y a doute, ça doit privilégier celui qui est accusé. Oui, c'est le système judiciaire. Si vous doutez ne serait-ce qu'1% de doute, vous ne pouvez pas condamner la personne qui est accusée. Je comprends. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Est-ce que je peux vous faire maintenant, dans une dernière petite série, justement une série de questions courtes qu'on aborde, là que je vais enchaîner, et puis on va essayer d'en parler de manière moins philosophique, un peu plus pratique. Vous avez été confronté aux services sociaux, dans le cadre du JDE et tout. Beaucoup de gens disent qu'il y a parfois des abus et autres. Vous trouvez comment, vous, le travail des services sociaux de notre pays par rapport au juge des enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, le problématique du juge des enfants, c'est que j'ai été juge d'enfant il y a 30 ans. Donc il y a certainement eu une évolution. Moi, j'ai été juge d'enfant au début de ma carrière, les premières années de ma carrière. Et après, j'ai fait du pénal, du civil, et j'ai été JAF, mais je n'ai pas été à nouveau juge d'enfant. Donc je ne veux pas en parler assez savamment. Hein. Il est vrai qu'il y a 30 ans, c'était assez... sujet à critique. Alors, je ne sais pas actuellement ce qu'il en est. Hein. C'est vrai que simple, moi, en tant que juge d'enfant, ça ne me donnait pas satisfaction. On a beaucoup de retours de désengagement de l'État avec des créations d'associations, des associations avec délégation de services d'État qui coûtent énormément au département et puis qui vont aller sauver le monde et libérer les enfants sur des dénonciations au 911 qui parfois sont intéressantes, parfois le sont un petit peu moins, avec énormément d'argent qui est brassé et puis des sociétés qui parfois font de l'argent parce qu'un enfant placé, ça rapporte entre 200 et 300 euros par jour, si vous voulez. Et il y a un modèle qui s'est mis en place. Et on a aussi des retours de personnes qui, certaines, ont fait l'IRTS, ont fait la formation d'assistante sociale, une formation qui est assez conséquente, assez remplie, hein. Mais d'autres sont passés par des schémas parallèles, au fond du militantisme, et sont peut-être influencés par ce qui se passe à la télévision, et puis ils peuvent faire des grands dégâts dans les familles. On est confronté aux deux, en fait, hein. Des gens extrêmement bien intentionnés, très performants, et puis en même temps, des gens un peu plus amateurs et un peu plus émotionnels qui font des très gros dégâts. Et nous avons l'impression parfois que le juge des enfants les écoute sans les contester. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais si vous l'avez pas été... Expérience récente pour pouvoir en parler sérieusement. C'est vrai que la bonne volonté ne suffit pas très souvent. Ça peut faire beaucoup de dégâts, la bonne volonté, s'il n'y a pas l'expérience, s'il n'y a pas le professionnalisme des personnes volontaires pour s'occuper des enfants. D'accord. Est-ce que vous avez été confronté à l'aliénation parentale, le SAP? Des enfants qui se retournaient sans raison contre l'un de leurs parents. Vous avez déjà vu ça? Oui, pour moi, alors je dirais pas le syndrome, je dirais que l'aliénation parentale existe. Oui, on va essayer de se détacher du psychiatre qui a trouvé ça. Je préfère détacher du côté médical. Hein. J'ai dit, nous, dans mon ancienne juridiction, on avait créé un groupe de travail sur le dysfonctionnement parental grave. C'est exactement la même chose, l'aliénation parentale. Et la réalité, c'est certains professionnels qui disent ça n'existe pas. Oui. Je suis atterré parce que nombre de parents travaillent leur enfant pour que l'enfant puisse dire ce que le parent souhaite contre l'autre parent et règle leur compte à travers l'enfant.
l'aliénation parentale. L'enfant rejette un des parents sans raison évidente par rapport à lui, mais par rapport à l'autre parent. C'est un véritable fléau pour moi. Et quand j'entends des professionnels actuellement, alors des commissions qui disent que la gestion parentale, c'est une création, vu l'esprit créé par les pères, c'est contre les mouvements féministes. Moi, je suis atterré parce que je suis pas un dogmatique, je suis un homme de terrain. J'ai vu réellement ce qu'était l'aliénation parentale des enfants qui viennent entendus par le JAF et qui disent ouvertement le discours de la maman qu'on a entendu quelque temps avant et sans raison sérieuse de critique par rapport à l'autre parent. Et ça peut aller dans les deux sens. Il n'y a pas que les pères qui sont victimes de l'aliénation parentale, il y a des mères qui sont victimes de l'aliénation parentale. L'enfant peut être manipulé, l'enfant peut prendre parti par lui-même. Dr Bensoussan en France en parle très bien. Donc, comment vous expliquez d'ailleurs que le Dr Bensoussan ait pris 4 plaintes dernièrement et que justement l'institution critique le fait de dire qu'un enfant puisse être manipulé ou se manipule lui-même, on va dire, pour se retourner sans raison contre un des parents, que ça n'existe pas. Comment vous expliquez ça ? Moi, je suis assez atterré d'entendre ça. Je dis franchement, l'explication, c'est simplement actuellement, c'est un peu, il y a des mouvements qui vont dans ce sens, parce que bon, il y a des gens intolérants qui ont des comptes à régler certainement. Mais bon, je trouve que ces mouvements ne vont pas dans l'intérêt de l'enfant. Encore une fois, il faut penser à l'intérêt de l'enfant qui a besoin du père et de sa mère, et qui n'a pas besoin de ce conflit entre parents, entre père et mère. À mon avis, quand j'entends ces discours et qui sont relayés par la télé en plus, par la presse, je trouve atterrant qu'on puisse régler le problème des parents par ce biais. Alors que bon, il y a déjà suffisamment de difficultés dans le cadre des séparations et des divorces sans rajouter ceci. L'aliénation parentale, celui qui dit que ça n'existe pas, il n'a jamais été JAF, il n'a jamais été jugé enfant, il n'a jamais été un professionnel de l'enfance. Je ne sais pas comment il a fonctionné, sincèrement. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, et c'est très difficile à régler d'ailleurs. Réglé très souvent par des expertises de pédopsychiatres et des expertises familiales et de la thérapie familiale. Mais la réalité existe. Simplement, ce que je disais aussi, et on revient à ce que j'ai dit au départ, c'est que je n'ai pu constater des aliénations parentales que dans des situations de parents qui n'ont pas connu la médiation familiale dès le départ de leur séparation. On a raté le début de la séparation. Ouais. On a raté le début de la séparation. Moi, je dis que le principal, c'est comme, encore une fois, les premières années de l'enfant, c'est les premiers mois de la séparation qui sont essentiels. Et c'est là, le conflit de loyauté se transforme en emprise, en aliénation parentale, parce qu'il y a de la souffrance d'adultes et qui est récupérée sur les enfants, rattrapée sur les enfants. Alors comment on peut c'est vrai que l'enfant va toujours prendre la position par rapport aux parents qui souffrent le plus. Mais si on laisse faire ça, ça se gangrène et l'enfant ensuite écarte un des deux parents de sa vie sans raison ici. L'enfant en fait prend position pour le parent qu'il identifie comme étant le plus faible ou le plus en souffrance. Oui, c'est ça, le plus fragile, le plus en souffrance. Et de manière très bizarre d'ailleurs, il se met en opposition par rapport aux parents où il est le plus proche. Très souvent, de réflexe, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et puis après, l'institution arrive, entérine, et il y a une rupture de lien qui se crée. Alors, comment on protège l'enfant ? Idéalement, il faudrait faire quoi ? Il faut le séparer du parent aliénant ? Ou alors, lorsqu'on constate ça, est-ce qu'il faut arrêter d'insister ? Parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup, nous, dans le milieu associatif. Lorsque on insiste trop, est-ce qu'on endommage l'enfant ? Lorsque l'enfant commence à se retourner, à vraiment dire des choses hallucinantes parce qu'il a trop de pression, est-ce qu'il faut arrêter d'essayer d'avoir son enfant ? Comment on fait pour protéger l'enfant ? Alors, pour moi, il n'y a pas de recette idéale. Faut faire du cas par cas et du sur-mesure, s'adapter à chaque enfant et chaque famille. Mais ce qu'on essayait de faire, nous, on essayait de leur donner une expertise familiale avec un expert qui était assez extraordinaire, qui essayait de faire une expertise, mais qui essayait de travailler avec chacun des parents pour les faire évoluer et les faire accepter une thérapie familiale. Et on avait une thérapeute familiale qui était assez extraordinaire, qui donnait des résultats super intéressant pour la reprise du lien dans le cadre de l'aliénation parentale. Mais l'important, c'est de parler tous le même discours aussi, que ce soit les avocats, le juge et tous les professionnels. Si vous avez un avocat, par exemple, dans une affaire qui soutient mordicus sa cliente ou son client aliénant, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment, dans un ressort judiciaire, essayer de travailler pour que l'enfant soit protégé de l'aliénation parentale. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Petite boule de
d'amour débarquer ce soir dans mes bras. Et moi j'ai pas appris à être papa. Faudrait que je te dise, faudra que je t'apprenne ce monde magnifique et inquiétant. Si plein d'amour, si plein de haine, ce monde n'est pas un jeu d'enfant. Et pourtant, je vais t'apprendre à rire. Et pourtant, mon enfant, je ne vais pas te mentir, la vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure, mais belle. La vie est tellement belle, la vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure, mais belle. La vie est tellement belle. Il y a tant de rêves à portée de main, il y a la mort jamais très loin, la femme que tu aimes dans ton lit, la bombe H et la poésie. Il y a le vide, il y a l'absence, les souvenirs, l'indifférence, et ce putain d'instant présent où tu vois jaillir ton enfant. La vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure, mais tellement belle. La vie est tellement belle, la vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure, mais tellement belle. La vie est tellement belle. Maintenant je te laisse à tes rêves d'enfant, car pour le reste tu as bien le temps. La vie ça vient, la vie ça va, et tu feras bien avec ce que t'auras. Mais si je me trompe, si je te déçois, petite boule d'amour, pardonne-moi. Je suis pas un héros, tu verras, mais je vais essayer d'être ton papa. La vie sera belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie sera belle, un petit peu dure. La vie sera tellement belle, la vie sera belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie sera belle, mais tellement dure. La vie, pourvu que ça dure.